Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce tout nouveau plateau, le JT de la semaine du MAG Marseillais. Et au sommaire de cette édition, après le tabassage du producteur à Paris, la proposition de loi sur la sécurité globale est une nouvelle fois remise en cause. La manifestation à Marseille, elle, a réuni plus de 3500 personnes. Également dans ce JT, la réouverture des petits commerces selon l'application d'un protocole sanitaire strict. Nous irons dans ce journal à la rencontre des commerçants. Enfin, avant votre JT Sport en direct du stade Le Duc, à l'approche des fêtes de fin d'année, les illuminations de Noël ont été lancées officiellement par le maire d'Allo. Rencontre dans ce journal. On commence donc par ces manifestations qui ont eu lieu samedi dernier dans plusieurs villes de France. En cause, le très controversé article 24. La proposition de loi vise à protéger nos forces de l'ordre de toute image dégradante. Jugée liberticide par le syndicat des journalistes, la loi va être réécrite, annonce la majorité. Reportage sur place avec Paul Roch-Bruneton et Enzo Buonalana. 2 samedis de suite que le Vieux-Port est plein. Dans une ambiance festive, les manifestants sont venus montrer leur colère contre l'article 24 de la loi sécurité globale. L'article est censé décourager ceux qui filment les forces de l'ordre en intervention. Les manifestants présents dans le cortège visent violemment Emmanuel Macron. Il reproche à l'État d'être complice des violences policières. Après 2 ans, les Gilets jaunes sont toujours de la partie. Certains se sont glissés dans la foule. Notre avis, c'est qu'en fait, on est en train d'essayer sous prétexte qu'on pourra toujours filmer. On sait très bien que derrière, il ne faut pas que ça touche la psychologie, il ne faut pas que ça touche tout ça. Et donc en fait derrière tout est ouvert pour ceux qui voudront déclarer certaines choses pour les policiers, tout sera ouvert. La sécurité globale à un moment donné, mais bien sûr aujourd'hui, mais ils vont aller crescendo, donc pareil, ça fait partie encore d'une dictature qu'ils mettent en place. Ils savent très bien qu'à un moment donné les gens vont se réveiller, ça va péter, on le sait très bien, bien ou mauvais, j'en sais rien, mais ils anticipent. Pendant 2 ans les Gilets jaunes, combien il y a eu des borgniers, combien il y a eu de gens à un moment donné en prison. Vous vous rendez compte, 20 ans, perdre un œil pour une manif, pour aller demander de la justice sociale et fiscale et perdre un œil. Le cortège a rassemblé plus de 3500 manifestants à Marseille. Certains élus étaient présents dans ce cortège, dont le conseiller municipal de la majorité, Sébastien Barle, et également le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi. Tous deux pointent du doigt les libertés fondamentales bafouées dans ce projet de loi. La loi qui est aujourd'hui en débat, l'article 24, notamment et l'article 25, c'est une remise en cause terrible de nos libertés fondamentales. La liberté de la presse d'abord, et on voit bien que la police elle-même dérape et que grâce aux caméras, on empêchera certainement les bavures. Donc voilà, c'est important d'être là aujourd'hui pour notre République et pour retrouver un climat pacifié, une police qui protège et non pas une police qui ne fait que déraper. On a besoin que tous les citoyens, toute la classe politique puissent être aujourd'hui mobilisés contre cette loi sécurité globale, contre l'article 24 et plus généralement pour les libertés individuelles et collectives. La position du groupe communiste au Sénat, elle est claire, c'est de dire on sera hostile pour le coup et on votera contre évidemment cette loi sécurité globale qui arrive dans le pire des moments où les Françaises et les Français n'ont qu'en tête en réalité la situation sanitaire, la situation sociale, la situation de leur propre emploi et où on a un gouvernement qui fait diversion sur des questions sécuritaires alors que l'urgence elle n'est pas là aujourd'hui. Le cortège s'est ensuite élancé pour se rassembler devant la préfecture. Un important cordon de sécurité faisait face aux manifestants. La tension est montée entre les forces de l'ordre et les protestataires. Emmanuel Macron a rendez-vous avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux prochainement pour réécrire ce projet de loi. Et chamboulés par ces manifestations, les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir malgré tout ce samedi après 1 mois de fermeture. Les enseignes de jouets et de vêtements sont celles qui s'en sortent le mieux actuellement. Tous les commerçants doivent aujourd'hui appliquer un protocole sanitaire strict. Illustration dans les boutiques marseillaises avec Enzo Buonalana. Les commerçants jouent gros. Dans cette galerie marchande du Prado, si les clients sont de retour, la fréquentation est loin d'un mois de décembre habituel. Grâce au e-commerce, cette marque de vêtements n'a pas souffert de la fermeture. Ça fait 3 ans qu'on est ouvert et c'est une boutique qui fonctionne plutôt bien actuellement.
Donc il n'y a pas de risque de fermeture, en tout cas pour notre boutique à nous. On a eu pas mal de monde, beaucoup de clients qui sont habitués à venir avant le confinement et beaucoup de préparation pour les fêtes. Là on voit bien, ça va exfolier, ça va retirer les petites peaux mortes et puis vous allez voir que grâce aux huiles de fripe à l'intérieur, ça laisse une petite molécule de douceur. D'accord, parfait. À la suite du reconfinement, 200 000 commerces ont à nouveau été contraints de fermer leurs portes. Après plusieurs manifestations, les petits commerces sont les premiers à rouvrir. Cette boutique de cosmétiques applique le protocole sanitaire à la lettre. On ne laisse pas rentrer plus de 3 clients dans la boutique. À chaque fois, on met un gel hydroalcoolique pour que les gens puissent se désinfecter les mains. On met une distance de sécurité. On porte des masques, bien évidemment. Sur la Canebière, cette boutique a pu rester ouverte pendant le confinement. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue à la cure gourmande. Merci. La confiserie a perdu 50% de son chiffre d'affaires et tous les salariés bénéficient aujourd'hui du chômage partiel. On a une superficie de magasin qui est quand même conséquente et du coup on peut accueillir beaucoup de clients en même temps. On a très peu de clients en magasin mais on est là et ça nous permet quand même de pouvoir accueillir les clients qui souhaitent commencer à préparer les fêtes de Noël. On a pris l'habitude de vivre au jour le jour, maintenant on travaille différemment et on est là et on aime toujours autant notre métier. Mais qu'on ait 10 clients ou 100, on aimera tout autant nos 10 clients que les 100 clients qui auraient pu être là. Les petits commerces sont ouverts jusqu'à 21h. De leur côté, les bars et les restaurants devront s'armer de patience. La date des réouvertures est fixée au 20 janvier, si la situation sanitaire le permet. Et les commerçants souhaitent aujourd'hui un report des soldes d'hiver pour fin janvier 2021. Quittons Marseille à présent pour découvrir les illuminations de Noël à Allot. Malgré le contexte sanitaire, le maire de la commune a souhaité lancer officiellement les fêtes de fin d'année. Lionel de Cala a d'ailleurs profité de l'occasion pour convier les soignants du centre hospitalier d'Allot, Paul Roch-Bruneton et Romuald Vinas. C'est parti! Quelques privilégiés ont pu assister au lancement officiel des illuminations. Présent pour l'occasion, l'écrivain Nicolas Pagnol est le directeur de l'hôpital d'Allot. Robert Sarrien a salué les commerçants, fidèles soutiens pendant la crise sanitaire. Il a aussi adressé des remerciements appuyés pour son personnel. Je réitère mes félicitations à tous les agents du centre hospitalier d'Allot pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette épidémie. Pour ces fêtes de fin d'année, le maire de la commune a notamment mis en place un calendrier de l'Avent. En jeu, des bons d'achat quotidiens à dépenser dans un commerce de proximité. Nous avons procédé officiellement au lancement des illuminations des décorations de Noël d'Allot et ça me paraissait important de dédier cette cérémonie et ces festivités de Noël à la fois à l'hôpital d'Allot et à l'ensemble des soignants et aussi une manière de soutenir nos commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers qui traversent aussi une période difficile. L'année 2020 a été particulière notamment pour tout le personnel hospitalier et on tenait à leur rendre hommage à cette occasion. En cette période difficile, Lionel de Cala a réussi à réchauffer les cœurs des habitants. La commune brille aujourd'hui de mille feux. Voilà, magnifiques images de Noël. Et à noter également que la foire au Santon de Marseille, un temps annulée, aura bien lieu ce samedi sur le Vieux-Port. Terminons ce journal avec le JT Sport et pour cela on retrouve Enzo Buonalana en direct du stade Le Duc à Luspeg dans le 10e arrondissement. Enzo, les clubs amateurs ont repris l'entraînement ce lundi avec la mise en place encore une fois d'un protocole sanitaire strict. Oui Lucas, je me trouve ici au stade Le Duc à Marseille, ce petit club amateur de Luspeg. Ici, comme vous allez le voir dans le prochain reportage, le club a mis en place son propre protocole sanitaire. Les entraînements que vous voyez derrière moi ne se font avec aucun contact entre les joueurs. Notamment Jean-Baptiste Pénilé, le secrétaire général, nous a expliqué que la Fédération française de football et le district de Provence tenaient au courant les clubs amateurs chaque semaine. Je vous propose de regarder ce journal tourné il y a quelques minutes avec Paul Roch-Bruneton. Après plus d'un mois d'absence, le foot amateur est de retour sur les terrains. Ici, à Luspeg, Marseille, dans le 10e arrondissement, les entraînements ont repris depuis lundi dernier. Le club a tenu à appliquer un protocole sanitaire strict avec un brassage de chaque enfant à l'entrée des terrains. Donc prise de température obligatoire et en même temps les mains qui seront lavées par de la solution hydroalcoolique pour éviter toute contamination. De rester à distance de ses camarades le plus possible pour respecter la distanciation bien entendu et d'appliquer un entraînement
sans contact. Donc, bien entendu, pas de matchs amicaux et pas d'opposition entre les équipes. C'est formellement interdit. Le club qui a été touché de plein fouet au mois d'octobre après avoir détecté une dizaine de cas de la Covid-19 prend toutes les dispositions pour éviter un nouveau cluster et fait plus que ce que prévoit le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans un dossier envoyé à l'ensemble des clubs sportifs français, on peut lire notamment que les effectifs doivent être réduits pour les entraînements, les encadrants doivent obtenir une feuille de présence bien remplie. Le ministère rappelle que les cas positifs doivent être indiqués à l'ARS et respecter les recommandations de l'organisation. L'USPEG a décidé également de multiplier son protocole sanitaire sur l'ensemble des éducateurs présents. Les parents qui emmènent leurs enfants doivent porter un masque sous peine d'être contraints de quitter le complexe. Jean-Baptiste Pinelli explique que ces mesures rassurent. Alors, les parents sont au rendez-vous puisqu'ils sont là, même quand il fait très froid comme ce soir. On les a informés aussi de leur devoir de parents, c'est-à-dire de porter un masque en permanence dans l'enceinte du stade, que c'était obligatoire et que c'était pour le bien de leurs enfants, pour éviter tout souci dans ce club, un cluster et une fermeture de club si ça devait s'envenimer. Donc ce que nous ne souhaitons pas, il faut que les gamins qui sont là puissent s'entraîner correctement et dans la durée, qu'on puisse éviter ces phénomènes de start and go répétitifs là, qui minent le moral de tout le monde. La Fédération française de football a annoncé hier dans un communiqué que les majeurs pourront reprendre dès le 15 décembre, mais le Premier ministre Jean Castex a écarté ce matin sur BFM TV RMC une reprise des sports collectifs pour les plus de 18 ans dès le 15 décembre. Peut-être un mot d'explication. Pas de sport amateur le 15 dans les stades. Collectif. Pas de, par exemple, de Coupe de France de football. Elle est morte. Elle est morte. Et on la soutient, on l'aide, mais ça ne Le serait foot pas... amateur ne reprendra pas le 15 décembre. Le collectif, non. Non. Retour prévu donc pour les adultes le 20 janvier, comme avait annoncé Emmanuel Macron il y a quelques jours. En ce qui concerne les compétitions, pour l'instant, rien n'a été rendu officiel. Et oui Enzo, restons à Marseille avec la victoire hier soir de l'Olympique de Marseille 2-1 face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Enzo, les Marseillais mettent fin à une série de défaites et gardent espoir de se qualifier en Ligue Europa. Il aura fallu attendre 13 matchs, 7 ans et 3205 jours pour avoir une victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Hier, c'est grâce à un doublé de Dimitri Payet que les hommes d'André Villas-Boas se sont imposés. Le Réunionnais qui a ouvert son compteur-but en Ligue des Champions, lui qui n'avait marqué aucun but dans la compétition depuis le début de sa carrière. Malgré l'ouverture du score des Grecs sur un but de Magic Camara en première mi-temps, les Olympiens ont été plus offensifs en deuxième, ce qui leur a permis de s'imposer. Avec cette victoire, l'OM peut encore espérer une qualification en Ligue Europa, mais le destin des Marseillais n'est pas entre leurs mains. Il faut que les hommes d'André Villas-Boas prennent un point de plus que l'Olympiakos lors de la 6e journée pour espérer chipper cette 3e place aux Grecs. AVB a d'ailleurs déclaré en après-match qu'il allait, je cite, jouer le match à fond contre City pour accrocher l'Europa League. Mais avant ça, Lucas, rendez-vous vendredi soir pour les Olympiens, déplacement à Nîmes à 21h au Stade des Costières. Et dans l'actualité sportive également, le terrible accident de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn. Effectivement, un peu après le départ, le Français de l'équipe As a percuté le Russe Daniel Kiat à plus de 220 km/h pour finir sa course dans les barrières de sécurité. Le véhicule de Romain Grosjean a pris feu instantanément. Pris au piège dans les flammes, le Français a mis tout simplement 28 secondes à s'extraire de sa monoplace. Il est resté donc à peu près 30 secondes dans les flammes avant d'être extirpé miraculeusement par un officier de la course. Romain Grosjean souffre miraculeusement de simples blessures, de simples brûlures. Logiquement, il ne devait pas être là. Il a déclaré forfait pour le Grand Prix de Sakir qui a lieu ce dimanche. Autre dernière précision, Lucas, Lewis Hamilton, le Britannique déjà champion du monde, lui aussi a déclaré forfait. Pas pour la même cause car il a été contrôlé positif à la Covid-19. Et en football, une semaine après la mort de Diego Maradona, son médecin personnel a été inculpé par la justice argentine. Après l'émotion du monde entier, c'est les révélations. Dimanche dernier, le médecin de Diego Maradona, Leopoldo Luque, a été visé par une enquête
pour homicide involontaire 4 jours après la mort de la légende du football. Le cabinet du médecin a été perquisitionné juste avant l'interpellation. C'est les filles del Pibe de Oro qui ont exprimé les doutes sur les traitements de Leopoldo Luque, notamment après l'opération chirurgicale qu'a subi Diego Armando Maradona lors de son hématome au cerveau. Elles ont demandé l'examen de tous les médicaments qu'a pris leur papa après cette opération. Certaines zones d'ombre persistent, notamment avec l'infirmière de Diego Maradona qui a changé 3 fois de version devant le procureur. Une chose est sûre, Lucas, même après sa mort, El Pibe de Oro fait parler de lui. Et on finit avec le Vendée Globe et le sauvetage dantesque de Jean Le Cam après le naufrage du bateau de Kevin Escoffier. Effectivement, il était un peu plus de 5 heures, heure française, où nous avons appris le sauvetage de ce skipper après plus de 11 heures sur un canot de sauvetage. Kevin Escoffier, qui participe pour la première fois à son Vendée Globe, a pu être secouru par Jean Le Cam, un autre skipper qui participe à la course. Le tragique accident s'est déroulé hier dans l'après-midi quand Kevin Escoffier a déclenché sa balise de détresse. Le directeur de la course a ensuite demandé à Jean Le Cam de dévier sa route car il était le plus proche de l'accident et d'aller porter secours à Kevin Escoffier. Jacques Caraes, le directeur de la course, explique, je cite, que le bateau s'est brisé en deux et l'avant est monté à plus de 90 degrés. Le skipper a juste eu le temps d'enfiler sa combinaison de survie et de monter sur son canot de sauvetage. Kevin Escoffier se souviendra de son premier Vendée Globe. Enzo Buonalana en direct du stade Le Duc, et merci Enzo et merci également à Paul Bruneton qui t'accompagne. Avant de refermer ce journal, ne manquez pas vendredi à 19h l'interview portrait, la nouvelle interview portrait signée Enzo Buonalana. Vous découvrirez cette semaine le sénateur Parti communiste français Jérémy Bacchi. Voici justement un extrait. Un mot pour Marseille, je dirais pour moi la ville la plus belle de France. Voilà, c'est plus qu'un mot, je suis désolé. En tout cas, moi qui suis né à Marseille, qui ai grandi à Marseille, il y a un attachement viscéral à cette ville. Et c'est justement parce qu'il y a un attachement viscéral à cette ville qu'on veut, et que je veux aussi contribuer à faire en sorte que cette ville soit plus juste, plus humaine, plus égalitaire. 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'on a des ressources démentielles, des ressources humaines, des savoir-faire, des talents, des gens brillants. Voilà l'interview de Jérémy Bacchi à retrouver vendredi à 19h sur YouTube, le sénateur que vous avez pu apercevoir en début de ce journal dans le reportage Manifestation. Fin de ce journal, merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces sujets. Excellente soirée à tous.